Ici Good Times for All, ou Zachary Zabala si vous préférez. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment une accélération électrostatique incohérente crée le vecteur descendant. La gravitation, un mot que beaucoup ne comprennent pas, est une théorie qui a été créée pour expliquer les trajectoires des luminaires au-dessus et ce qui les maintient en orbite autour d'autres corps, y compris notre Terre. Il est connu et enseigné dans les cours de physique de niveau universitaire que les forces électriques qui maintiennent la Terre ensemble sont 26 fois plus puissantes que les forces gravitationnelles censées exister ici sur Terre. Je vais maintenant vous montrer une courte vidéo de l'ancien professeur de physique du MIT, Walter Lewin, qui explique cela très clairement. So what holds our world together? Well, on the nuclear scale, 10 to the minus 12 centimeters, very important are the nuclear forces. On an atomic scale, up to thousands of kilometers, it's really electric forces that hold our world together. But on a much larger scale, planets and stars and the galaxy, it is gravity that holds our world together. And now you may say, that's very inconsistent with what you just told us, because didn't you tell us that D cancels if you compare gravity with electricity? Yes, but keep in mind that most objects in the universe have only a very small amount of charge per unit mass. The Earth and Mars have each a charge of about 400,000 coulombs. The gravitational force between them is therefore about 17 orders of magnitude larger than the electric force. So even though our immediate surroundings are dominated by electric forces, including your own body for that matter, the behavior of the universe on a large scale is dictated by gravity. Comme vous avez entendu le professeur le dire, la gravité n'existe pas tant que nous ne commençons pas à parler d'une lune en orbite autour d'une planète en orbite autour d'un soleil ou d'étoiles en orbite autour du centre de leur galaxie. Je suis entièrement d'accord qu'il s'agit d'un concept théorique qui n'a pas encore été prouvé aujourd'hui. Et je trouve étrange qu'ils aient besoin d'idées telles que la matière noire pour constituer plus de 90% de leur modèle pour expliquer comment cela est possible. Cela dit, je comprends parfaitement la réticence des gens à utiliser la gravité dans toute discussion sur l'endroit où nous vivons. En même temps, la plupart des gens qui n'ont jamais été éduqués sur le sujet croient comme il faut que la force qui maintient les choses en orbite et la force qui les fait tomber sont une seule et même force. C'est là où réside le problème. Il est difficile d'expliquer comment fonctionne cet endroit alors que la plupart ne savent pas comment les lois de l'électricité contrôlent le monde qui nous entoure. Je vais essayer dans cette vidéo d'expliquer le fonctionnement d'une accélération électrostatique incohérente en utilisant des exemples qui peuvent être recréés par n'importe qui. Pour commencer, nous examinerons le champ électrostatique terrestre. Ceci est important car nous, ainsi que toute la matière de ce royaume connu, sommes à l'intérieur d'un champ électrostatique. La Terre elle-même a une charge négative mesurable par rapport à l'air au-dessus d'elle, partout dans le plan. Dès que vous quittez la surface, il y a une charge positive dans l'air autour de vous qui augmente en potentiel électrostatique. À mesure que l'on monte vers le ciel, une montée régulière et progressive du potentiel nous indique, selon les lois de l'électricité, que nous sommes entre deux surfaces gaussiennes. Une surface gaussienne est simplement une surface qui renferme ou distribue une charge. S'il n'y avait qu'une seule surface, la vitesse à laquelle le potentiel positif augmenterait serait différente. Sachant que nous sommes entre deux surfaces gaussiennes, nous pouvons également savoir qu'un certain phénomène se produira dans toute matière dans le champ électrique ou dans la zone située entre deux surfaces. Pour ce sujet, nous examinerons d'abord la polarisation par induction électrostatique.
L'induction électrostatique est un phénomène dans lequel les charges statiques positives et négatives de la matière sont légèrement séparées ou polarisées en raison de la charge électrostatique de sa zone environnante. Si un ensemble de l'environnement de l'objet est positif et l'autre négatif, la charge négative de l'objet sera attirée vers la zone positive qui l'entoure, tandis que la charge positive de l'objet sera attirée vers la zone négative du côté opposé. Ainsi, ici sur Terre, la charge positive de notre corps est toujours attirée vers la Terre, et le négatif sera attiré vers l'air au-dessus. Ce phénomène crée une légère force dans ce vecteur descendant, car dès que nous quittons le sol, nous commençons à être chargés positivement par l'air qui nous entoure et sommes désormais poussés vers le négatif du sol. C'est une accélération électrostatique. On pourrait penser que l'attraction du haut et du bas s'annulerait complètement. Mais c'est le gradient électrostatique qui crée un flux du positif d'en haut vers le négatif d'en bas. Considérez la Terre comme une passoire plate. Il y a un flux constant d'eau venant d'en haut, se déplaçant très lentement, appliquant toujours une force vers le bas. Cela serait considéré comme un vecteur. La différence de potentiel électrostatique, qui s'accentue à mesure que vous vous élevez de la Terre, maintiendra une pression constante d'en haut à tout moment jusqu'à ce qu'elle atteigne la surface gaussienne au-dessus. Lorsque nous inversons la polarité du champ électrique et plaçons une surface négative au-dessus d'une surface positive, nous pouvons inverser ce phénomène électrostatique et faire en sorte que les objets adhèrent à la plaque supérieure comme s'il s'agissait du sol. Cela fonctionne avec tous les types de matières. Vous pouvez déplacer du bois, de la limaille de fer et même des cheveux humains avec ces forces. Croyez-le ou non, vous pouvez même faire courber l'eau. Si les lignes vectorielles créées entre les deux surfaces gaussiennes sont courbées, toute la matière suivra également ces lignes de champ. Dans cette démonstration, au lieu d'utiliser un plan plat, j'utilise deux objets sphériques comme surface gaussienne. Vous pouvez voir que lorsque l'eau se stabilise après avoir été projetée par moi en tournant la roue du générateur Van de Graaff, elle s'immobilise avec une courbe à la surface, suivant les lignes de champ électrique entre les deux sphères. C'est pourquoi l'ionosphère, un phénomène qui n'a jamais été créé en laboratoire, est une théorie qui reste à vérifier, mais qui est nécessaire pour créer ce phénomène ici sur Terre. Maxwell lui-même a modifié la loi d'Ampère qui stipulait clairement que sans matière, aucun champ électrostatique ne peut exister. Maxwell l'a modifié sans aucune preuve scientifique, lui permettant d'exister comme par magie au-dessus de nos têtes dans l'espace libre. La densité et le potentiel électrique vont de pair. Plus quelque chose est dense, plus il peut contenir de potentiel électrique. Non pas que je crois au modèle de l'atome, mais même le tableau périodique fait une distinction sur la quantité de potentiel électrique qu'il y a dans les différents éléments. Dans cette démonstration, j'ai un bouton en métal suspendu à des ballons à hélium qui maintiennent le bouton flottant juste au-dessus du sol. En ajoutant simplement plus de potentiel électrostatique au bouton, vous pouvez voir qu'il apparaîtra plus lourd et forcera l'objet flottant vers le bas, le long des lignes vectorielles créées par la différence de potentiel électrostatique. Sans changer la densité du milieu ou de l'objet, on peut modifier le poids global ou le gravitas de l'objet. Pour réaliser une véritable expérience sur le thème de la gravitation, cette variable d'accélération électrostatique doit être prise en compte à tout moment. Nous allons maintenant examiner comment les différents potentiels électriques des gaz agissent dans le milieu électrostatique dans lequel nous vivons. Les gaz ont des potentiels électriques différents, comme toute matière. Les molécules de gaz qui peuvent contenir plus de potentiel que les molécules de gaz qui les entourent sont théoriquement plus denses et auront une plus forte attraction vers le sol négatif situé en dessous. Lorsque ces gaz sont entraînés le long du vecteur descendant par ces forces électrostatiques, le gaz le plus léger se déplace et flotte jusqu'à ce qu'il trouve un endroit avec le même potentiel électrostatique. C'est pourquoi nous avons un gradient de densité de pression, et on nous dit que les gaz rares remontent vers les altitudes plus élevées et se rassemblent en couches au-dessus. Cela n'a été vérifié par personne que je connaisse, donc à ce stade, je ne peux pas dire si cela est vrai ou non. Grâce à cette induction, des choses assez étonnantes se produisent lorsque de grandes différences de potentiel électrique sont appliquées aux gaz. Lorsque des gaz sont placés dans une zone présentant une forte différence de potentiel électrique, nous obtenons le phénomène connu sous le nom de vent ionique.
Si une personne se chargeait avec 1 million de volts d'électricité statique, elle pourrait souffler une bougie à près de 2 pieds des gaz s'éloignant du bout de son doigt en raison de la différence de potentiel exceptionnelle. Nous savons que lorsqu'un gaz perd son potentiel électrique, il ralentit tellement qu'il se transforme en liquide, comme la condensation qui se forme sur une fenêtre lorsqu'il fait froid dehors. Les gaz touchent la fenêtre froide et y transfèrent leur énergie potentielle, essayant de réguler la température. Ce faisant, les gaz perdent leur potentiel électrique et se transforment en liquide. Ici, près de la surface, le système est très dynamique, avec toutes les plantes et tous les animaux qui respirent. Les conditions météorologiques à basse altitude évoluent constamment et la Terre libère des gaz des profondeurs à tout moment. Nous ne verrons jamais tous les gaz perdre leur potentiel et se transformer en liquide de sitôt, j'espère. Passons maintenant à la partie incohérente de la phrase. On le dit incohérent car il n'est pas complètement polarisé comme un aimant, mais seulement légèrement à sa surface par induction électrostatique. Un aimant dont tout son potentiel est stocké sur des côtés opposés serait considéré comme cohérent. Or, ces forces sont très faibles et n'appliquent qu'une légère pression le long du vecteur qu'elles créent. Toutes les autres médiations de pression, telles que la flottabilité, la pression atmosphérique et la température, sont certainement plus fortes. Mais néanmoins, ces faibles forces électrostatiques sont toujours présentes dans le monde qui nous entoure, et je crains qu'elles ne prennent fin un jour. Je comprends parfaitement la réticence des gens à utiliser le mot gravité pour parler de cet endroit où nous vivons. Alors, appelons-le plutôt comme ce qu'il est réellement, une accélération électrostatique incohérente. Apprenons à ceux qui découvrent tout juste la nature de ce monde dans lequel nous vivons de la bonne manière. Le fait que nous vivons dans un monde électrique avec un champ électrique statique que vous pouvez mesurer vous-même nous indique sans aucun doute que les lois bien comprises de l'électricité créent les phénomènes de polarisation descendante dont nous sommes témoins partout dans le plan. Au lieu d'utiliser le mot gravitation, je vous demande de vous renseigner davantage sur l'accélération électrostatique incohérente. C'était Good Times for All. Comme toujours, merci d'avoir regardé.